Bonjour à tous, parlons d'Europe aujourd'hui avec la Maison de l'Europe de Tours Centre Val-de-Loire qui est centre d'information Europe Direct. Je reçois Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Vous êtes professeur de droit public et spécialiste du droit de l'Union européenne à l'Université François Rabelais. Et vous êtes déjà venu d'ailleurs répondre à mes questions. Alors merci de revenir encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un texte fondamental, mais très mal connu des Européens, qui s'appelle la Charte des droits fondamentaux. Alors ma question de début, c'est pourquoi un texte, alors qu'on a déjà plein de textes de droit, de conventions européennes des droits de l'homme, alors pourquoi ce texte-là ? Alors, la raison est à la fois historique et juridique. Historiquement, la communauté économique européenne en 1957 et un peu plus tardivement l'Union européenne en 1992 ne contenait pas de catalogue, on peut dire cela ainsi, présentant des droits fondamentaux jugés fondamentaux, indispensables pour les personnes. Liberté d'expression, liberté de conscience, droit à la vie, etc. Bien. Dans le même temps, nous avions effectivement la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été adoptée en 1950, mais juridiquement, les communautés et l'Union européenne n'étaient pas parties à cette Convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, c'était difficile pour les communautés et l'Union d'appliquer un texte, même si la Cour de justice va le faire, d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'est pas soumise à ce texte. Il a été jugé opportun et fondamental, on y reviendra peut-être, de doter précisément l'Union européenne, à partir de 2000, d'un texte spécifique à l'Union européenne qui établirait la liste de ces droits fondamentaux. C'est donc un marqueur de l'Union européenne. C'est un marqueur de l'Union européenne absolument précieux, absolument fondamental, mais qui va apparaître très tardivement, puisque cette charte sera négociée et adoptée en 2000, mais elle ne sera applicable qu'à partir de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, c'est-à-dire le 1er décembre 2009. Donc cette charte qui est en fait récente, malgré tout, même si ça fait 15 ans, quel est son principal objectif, pour le résumer finalement ? Alors, pour le résumer, je crois que c'est assez simple. Il y a la même fonction, au fond, que notre déclaration des droits de l'homme de 1789. Je crois qu'il a 3 objectifs. Le premier, il faut le comprendre ainsi, la Charte des droits fondamentaux constitue un ensemble de principes qui ne peuvent pas être remis en cause par les institutions de l'Union européenne. C'est un principe limitateur des pouvoirs de la Commission, du Parlement européen, des conseils, etc. Dès lors que ces institutions adopteraient une réglementation contraire à ces droits fondamentaux, cette réglementation serait jugée illégale. Limitateur des institutions. Deuxième fonction, l'Union européenne cherche depuis son origine à crédibiliser sa légitimité. Le Parlement européen est une source de légitimité, mais il était essentiel, dans la pensée juridique contemporaine, de faire en sorte que l'Union européenne dispose de droits fondamentaux afin d'asseoir plus solidement sa crédibilité, sa légitimité. La troisième fonction, alors qui est souvent celle-ci qui est mise en avant, elle est tout simplement de protéger les individus, nous, des atteintes excessives à nos droits fondamentaux, dès lors qu'une réglementation européenne porterait atteinte à ces droits. C'est un instrument de protection de nos droits et de nos libertés des Européens. Des Européens, exactement. Alors, qui l'a fabriquée, cette charte ? Qui l'a écrite ? Comment ça s'est fait ? Parce que je crois que c'est une procédure un peu particulière. Alors, en effet, c'est une procédure assez inédite qui était, alors, je n'ose pas dire révolutionnaire, mais en 2000, il y a eu la négociation de ce qui allait devenir le traité de Nice. Bien. C'était un cycle de négociations qui a été lancé tout au long de l'année 2000. Parallèlement à la rédaction du traité de Nice, qui modifiait en réalité le traité de Maastricht, une autre instance s'est constituée sous la direction de l'Allemand Roman Herzog, qui était président de cette convention chargée de rédiger cette charte, et avec une soixantaine de membres, pendant près de 7 ou 8 mois, cette instance a rédigé, a écrit, a réfléchi sur cette charte des droits fondamentaux.
À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF. Parlons d'Europe avec Pierre-Yves Manjal, professeur de droit public et spécialiste du droit de l'Union européenne à l'université de Tours. Alors nous sommes en train de parler de la charte des droits fondamentaux, donc une charte qui est assez récente malgré tout, 2000 et en application en 2009, c'est ce que vous venez de nous dire, et dont la rédaction est concomitante avec le traité de Nice. Alors maintenant, on va peut-être rentrer dans le détail finalement, nos droits fondamentaux, c'est quoi ? Quels sont nos droits fondamentaux ? C'est important. Oui, nos droits fondamentaux, on peut en prendre connaissance très précise à la lecture, bien sûr, de cette charte. Alors, cette charte comprend 7 titres que je peux énumérer. La dignité, les libertés, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté, la justice, et puis un dernier titre qu'on appelle disposition générale et finale. Au total, ça représente 54 articles. Alors, si on veut être un petit peu plus précis sur le contenu, simplement à titre d'exemple, concernant, je prends uniquement cette hypothèse-là, la question de la dignité, eh bien, nous trouvons des références à la dignité humaine, des références au droit à la vie. Toute personne a droit à la vie. Nous trouvons des références et des droits qui concernent l'intégrité des personnes, donc interdiction de la torture, des traitements et dégradants inhumains. Bon, et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Je voudrais peut-être faire une petite précision pour montrer l'importance à la fois quantitative et qualitative de cette charte de l'Union européenne comparée à la Convention européenne des droits de l'homme. La CEDH de 1950, je dirais, ce n'est que 14 articles. Alors évidemment, dans des domaines très importants. Interdiction de la torture, liberté d'expression, droit à un procès équitable, droit à la famille, droit au mariage, qu'on retrouve dans la charte. 14 articles. Ici, nous en avons 54. Une différence quantitative. Et aussi une différence qualitative dans la mesure où un certain nombre de droits fondamentaux contenus dans la charte n'existent absolument pas dans la Convention européenne des droits de l'homme. Vous pouvez nous donner un exemple ? Quelques exemples. La question de la diversité culturelle et religieuse. Par exemple, toutes les problématiques relatives à la solidarité. Des droits de nature davantage sociale, droit à la grève, par exemple, le droit d'asile, un certain nombre de principes relatifs aux expérimentations médicales, à la bioéthique. Autant de droits nouveaux, autant de concepts et de valeurs nouvelles, contemporaines, qui ont été inclus, ces droits, ces libertés, dans la charte et qui n'existaient pas dans la précédente Convention européenne des droits de l'homme et qui n'existe toujours pas. Alors, est-ce que ce texte, qui est un peu révolutionnaire quand même, quand on réfléchit à tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que ce texte, tous les pays de l'UE y ont-ils souscrit ? Chaque pays, il y a eu des réticences. Alors, il y a eu des réticences. Mais là aussi, juridiquement, pour devenir membre de l'Union européenne, il faut impérativement respecter les droits fondamentaux contenus dans cette charte. Et lorsqu'un nouvel État adhère à l'Union européenne, automatiquement, il est soumis à cette charte. La charte est indissociable des traités. Et donc actuellement, nous avons 28 États membres dans l'Union européenne. Alors il est vrai, avec le Royaume-Uni et la Pologne et voilà, le Royaume-Uni, j'avais ça en tête. Qui sont soumis à la charte, bien entendu, mais qui ont obtenu un certain nombre de dérogations. La Pologne, par exemple, eu égard à sa législation très spécifique sur l'interruption volontaire de grossesse, ne voulait pas que cette législation soit remise en cause par la charte. Concernant les Britanniques, c'est davantage sur des problématiques liées à la libre circulation des personnes, où là, on pourrait dire que la charte est d'application plus mesurée. Bon. Mais hormis ces deux exceptions, il faut bien comprendre que les 28 États membres de l'UE sont soumis à la charte des droits fondamentaux. Alors, ce texte, il a valeur juridique comme... Alors, il a une valeur juridique. Il faut voir ça aussi. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte, alors qui est annexée au traité de Lisbonne, néanmoins a exactement la même valeur juridique que le traité.
Alors, le problème, les gens ne le connaissent pas, ce texte. Quand on demande la Charte des droits fondamentaux, les gens vous regardent. En fait, il n'est pas enseigné à l'école, je crois. Si ? Je ne pense pas qu'il soit enseigné de manière systématique. À l'école, c'est clair que les enseignements relatifs à l'Union européenne et plus particulièrement à la citoyenneté européenne et sur le terrain des droits fondamentaux, il y a une carence. Dans les facultés de droit, permettez-moi de faire la publicité, nous enseignons évidemment cette charte des droits fondamentaux, heureusement, parce que ça pose une quantité de problèmes juridiques absolument plus passionnants les uns que les autres. Mais c'est vrai que lorsque l'on parle des droits de l'homme, des droits fondamentaux européens, c'est peut-être lié, je crois, à l'histoire de la CEDH. Naturellement, on fait plutôt référence à la CEDH et non à la Charte. Et non à la Charte. Alors, cette émission s'achève. Je vous remercie beaucoup, Pierre-Yves Mongeal, de cette présentation d'un texte fondamental, c'est le cas de le dire, pour l'Union européenne. Alors, il faut que les maisons de l'Europe et les facultés de droit travaillent ensemble, ce qu'on est en train de faire, pour que ce texte soit connu. Alors, je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.